vous invite à monter, Rani, ainsi que Samira, pour inaugurer cette table ronde. Et à tout à l'heure, vous pouvez vous asseoir là, c'est vous à côté de moi, pas de souci. À tout à l'heure pour ceux qui rejoignent les workshops en digital. Et bonjour à vous deux. Enfin, rebonjour Rani et bonjour Samira, parce qu'on ne s'est pas vu nous. Pas encore. Enfin, moi je t'ai vu, mais toi tu m'as pas encore vu. Ouais, on s'est vu, mais on ne s'est pas salué. Voilà. Mais là maintenant c'est fait. Exact. Alors, vous allez voir, c'est une table ronde qui va être rythmée, puisqu'on aura plusieurs séquences avec des intervenants qui vont monter, descendre, chaque fois un sujet, un témoignage sur des formats plus courts que sur les précédentes tables rondes. Là, on va prendre déjà une dizaine de minutes ensemble pour que vous nous présentiez un petit peu l'ICE, c'est déjà fait, mais On dit ICE. On dit ICE. ICE, bah oui, c'est de l'anglais, donc c'est logique. J'ai dit ICE depuis le départ de la table ronde, des personnes ne m'a corrigé. Je brûlais d'envie de monter sur le plateau pour dire ICE. Ok, très bien. Alors je dis ICE. Non, ICE. Je veux vous dire aussi, donc vous qui nous regardez, que vous avez un quiz qui est à votre disposition, dont l'adresse internet devrait s'afficher sur l'écran dans pas longtemps. Ce quiz vous permettra de tester vos connaissances et vous aurez, je parle sous contrôle de Rani, les réponses en ligne. Tout à fait. Personnellement, une fois que vous y aurez répondu. Voilà. Pour dire un mot du quiz, c'est pour tester la connaissance des gens sur l'écosystème. Tout à fait. Donc, il s'agit d'une table ronde justement sur à qui s'adresser. Si vous avez une idée, un projet, donc le quiz vous permet vraiment de commencer à avoir votre niveau de connaissance sur cet écosystème entrepreneurial. Et vous aurez donc les réponses directement en ligne. C'est dur ou pas, en vrai? Ah, ben ça dépend, on va voir. Non, c'est dur, alors. Normalement. Si vous le dites, c'est dur. Je sais pas, j'essaierai de répondre au quiz après, je ne suis pas certain d'avoir tout bon. Rani, Samira, on va prendre quelques minutes pour que vous nous présentiez un peu, on parlait d'écosystème, c'est ça, c'est un peu l'écosystème. Alors il y a pêle-mêle, Esprit d'entreprendre, Pépite, ICE et non pas ICE, tout le soutien de BPI France, de la région, du MESRI, donc le ministère de l'Éducation. On va ensuite décliner évidemment tout ça en faisant monter les gens, en expliquant, en incarnant un petit peu, mais déjà un tour d'horizon de votre part. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des projets de création d'entreprise ou tout simplement une idée, une curiosité vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Et c'est une très bonne chose parce que le centre entrepreneuriat est là pour vous aider à voir plus clair parce qu'on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Comment faire pour se lancer, comment faire pour acquérir des compétences entrepreneuriales. On a un écosystème très riche avec énormément de dispositifs, une chaîne entrepreneuriale depuis les compétences jusqu'au lancement avec énormément de dispositifs complémentaires. Et donc, on va vous aider à voir plus clair avec ce centre entrepreneuriat, donc ICE, ICE, Innovation Center for Entrepreneurship. Et l'idée vraiment de ce centre, c'est que vous osiez vous lancer parce que ce mythe en fait de l'entrepreneur qui a la fibre entrepreneuriale n'existe pas. Je pense que ça s'apprend d'être entrepreneur. Et c'est pour ça qu'on propose énormément de programmes de formation, des événements. On construit aussi une communauté d'étudiants entrepreneurs. Donc on est vraiment là pour vous faciliter la tâche et rendre vraiment accessible l'entrepreneuriat. Avec bien sûr tous nos partenaires de l'écosystème. Et on va vous présenter chacun de ces dispositifs et de ces programmes au sein de cette table ronde. Samira, votre vision de tout ça, c'est difficile de pousser la porte parfois. Hein. C'est pousser la porte qui est le plus dur. C'est un peu l'ambition qu'on a eue quand on a créé le ICE, là. Parfait. C'est de clarifier les choses, en fait. Ça répond exactement à la question, j'ai un projet à qui je m'adresse. On s'adresse au ICE. On a créé, en fait, ce centre pour réunir l'ensemble des programmes qui étaient tournés sur l'esprit d'entreprendre. Et en fait, la visée de ce ICE, c'est de transmettre les compétences entrepreneuriales comme des compétences transversales. Compétences transversales comme l'anglais. Aujourd'hui, on ne se demande pas si on apprend l'anglais, on sait qu'on va l'apprendre. Donc, de la même manière, on va vouloir transmettre des compétences qu'on appelle les compétences du 21e siècle, donc ce qu'on appelle aussi les soft skills. L'esprit critique, l'intelligence collective,
le design thinking, la créativité, etc. Donc il y a du post-it dans l'histoire, des tableaux blancs. Il y a du on s'y met post-it, tous. il y a des tableaux blancs, il y a surtout de la collaboration, la manière de coopérer entre différentes disciplines. Ouais. Et ça, on veut que ça devienne une base pour l'étudiant. Pas forcément pour devenir entrepreneur, parce que tout le monde ne va pas devenir entrepreneur, mais il faut qu'on ait quand même cette capacité à être acteur de la société. Quelle que soit l'action qu'on va mener, il faut qu'on puisse avoir quelques bases communes d'entreprise. Et donc voilà, on a créé ces programmes qui sont des ateliers, des diplômes universitaires, des modules qui sont présents dans les masters. Donc en fait, quelle que soit la nature de l'étudiant, de la licence au doctorat, quel que soit le stade d'évolution de son parcours dans l'entrepreneuriat ou même dans la volonté de créer quelque chose en collectif, il peut venir participer à des ateliers, donc des formats très courts ou des choses un peu plus longues qui sont des diplômes universitaires, et renforcer son curriculum vitae. Et en fait, on a donc ces programmes. À côté de ça, on a une équipe qui accompagne, qui guide dans le parcours entrepreneurial. Si on veut aller plus loin, voilà, si au cours d'un atelier, il y a une idée qui émerge avec une équipe, c'est souvent le cas, ça nous est déjà arrivé, tiens, ils se disent on va aller un peu plus loin, on va créer une entreprise, on les guide vers les différents acteurs qui sont... alors, on dit qu'on est un peu illisible, mais c'est bien parce que ça veut dire que c'est riche, et ça veut dire que pour chaque étape et chaque type de projet, il y a un accompagnateur, il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Je comprends que ça peut être utile aussi, même si on ne monte pas une entreprise, en fait. Apprendre le design thinking, ça peut être utile dans plein de situations, en réalité. Alors, le design thinking, c'est une Surtout méthodologie, surtout en laboratoire, surtout les doctorants, qui sont une cible privilégiée pour nous, parce que ce sont des gens qui, pour la plupart, j'ai plus les chiffres en tête, mais ils sont assez éloignés du monde de l'entreprise, même pas de l'entrepreneuriat, du monde professionnel. Et en venant, et on en a eu pas mal, et on est super contents, et j'en ai reconnu un petit peu dans la salle, en venant participer à nos programmes, à nos ateliers, aux groupes d'activités, ils comprennent qu'ils détiennent déjà des compétences très importantes pour des conduites de projet. D'accord. C'est une manière aussi maintenant de les formaliser, quoi, quelque part. Exactement. Avec vous. Très bien. Ben, on va illustrer tout ça avec une vidéo de trailer, bande-annonce carrément. Merci Linda. Merci Linda qui l'a faite dans la salle. De Ice, donc qui va durer 2 minutes à peine. Restez avec nous et on accueille ensuite Julien Mazza, qui est un alumni. Retour plateau, rebonjour, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, bien rythmée. Bonjour Julien, vous êtes arrivé entre temps, ça va? J'espère que le micro marche, qu'on vous entend bien. Allez-y, vous pouvez y aller. Bonjour. Il n'y a pas de bouton sur lequel appuyer.
Apparemment, vous êtes un peu ceinture noire d'innovation, parce que vous avez fait tous les programmes, m'a-t-on dit, mais on va en discuter dans un instant. C'est notre étudiant témoin. C'est l'étudiant, Tous les programmes de ICE. Étudiant cobaye. Samira, justement, pouvez-vous peut-être nous décrire un peu tout ça, son parcours. Julien, c'est typiquement l'étudiant doctorant qui idéal en fait pour nous, parce qu'en fait, il a suivi l'intégralité des programmes qu'on proposait. Et j'ai hâte de l'entendre parler pour qu'il nous fasse un retour sur comment il a vécu les choses, lui, en tant que doctorant et en tant que futur professionnel, et comment son projet d'entreprise, parce qu'il travaille sur un superbe projet, a pu évoluer avec ce parcours dans nos différents workshops. Alors, faites-nous peut-être la petite liste et puis ensuite vous nous direz, vous ferez les choix, vous nous direz ce que vous en pensez de A à Z, puisqu'il a tout fait, Julien. Il y en a tellement, je ne me souviens pas de tout ce qu'il a fait en fait. Il a fait Déjà, Invent, il a fait le high-tech, high-tech avec les Italiens. Je crois qu'il n'y a que Sugar que tu n'as pas fait. Après, je parlerai un petit peu des programmes, parce que c'est important, parce qu'il y a une dimension internationale assez intéressante. On a parlé d'Italie à l'instant, ouais. Donc Julien, alors vous savez, pour le coup, vous savez lesquels vous avez fait. Est-ce que ça vous a apporté? Puis on parlera de votre projet, puisque vous en avez un, projet d'entreprise. Déjà, merci de m'accueillir, et je suis très heureux d'être juste à côté de ma ancienne directrice de master donc en innovation et management des territoires, et c'est à ce titre que j'ai fait tous ces programmes-là dans l'ICE. Donc c'est vrai que le premier... ICE, pardon. Désolé. Alors. le premier engagement que j'ai fait, c'était pour la partie sur Invent at UCA, où c'était un groupe dans le design thinking où on devait créer des projets, et c'était très intéressant en fait d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui permet de confronter des talents différents et de faire en sorte de créer un projet. Après, j'ai fait la mineure au sein de mon master, donc Deep Tech, et c'est là où j'ai rencontré Michaela Ionscotta, et pour moi, donc c'était aussi l'expérience. On va entendre tout à l'heure, ouais. Voilà, que vous allez entendre tout à l'heure. C'était donc l'expérience de la formation pure, de créer des connaissances par rapport à l'agilité, mais aussi cette occasion, alors que c'était un moment pendant le confinement, de aussi créer des contacts et des opportunités. Et c'est à ce titre-là qu'en fait on s'est rencontrés et que j'ai pu faire un stage chez AgroInnov, et je me suis passionné par la Deep Tech, alors que c'était pas forcément quelque chose. AgroInnov dans une structure parisienne, si je me trompe pas. Niçoise. Niçoise, pardon, je confonds avec une autre. Ah oui, excusez-moi. Niçoise. Parce qu'il y en a une qui s'appelle AgroInnov à Paris. Oui, absolument. On salue. Qui fait de la Deep Tech. Et donc c'était vraiment pour moi l'occasion de rencontrer les chercheurs, de comprendre un petit peu quels étaient les besoins et les compétences pendant ce diplôme-là dont ils avaient besoin pour développer leurs solutions. C'était beaucoup des profils très chercheurs, donc sortis de leur laboratoire, qui vraiment avaient une connaissance très profonde de leur projet et confrontés derrière à un marché et quelles compétences ils devaient avoir pour développer. Et le Master Innovation Management des territoires, en fait, aussi, quelque part, il permettait aussi de bien comprendre de façon très profonde, et je crois qu'il y avait une remarque sur les écoles de commerce par rapport à ça, quelque chose de très très profond, l'écosystème entrepreneurial, les écosystèmes qui sont confrontés autour de la start-up, la chaîne de valeur, et comment est-ce qu'on fait une étude de marché par rapport à ça, on étudie leurs besoins de façon très profonde pour, même si ça prend du temps, que la solution soit solide et qu'elle permette vraiment qu'il y sorte quelque chose de vraiment concret et qui puisse scaler à la fin. Scaler? Mettre à l'échelle. Ouais, parce que je la vous jure mise que à l'échelle. tout le monde comprend pas scaler. Désolé. C'est vrai que c'est un terme propre aux startups, qui. Comme quoi, voilà, vous voyez, un doctorant a le langage start-up. Futur doctorant. Futur doctorant. Si la région le paye. C'est un langage à apprendre. Mais du coup, ça vous a servi dans le cadre d'un projet. Donc, j'aimerais bien que vous nous en dites un mot, du coup. Oui, ça m'a tout à fait servi dans le cadre du projet AgroInnov, qui va être présenté juste après par Michaela Ionscotta. Et c'est vraiment des compétences, en fait, plutôt, on va dire, généralistes sur l'entrepreneuriat, et qui permettent en fait d'avoir une boîte à outils qui permet de développer vraiment la structure et des compétences, pas que forcément des compétences commerciales, mais aussi vraiment de la manière de comprendre vraiment et d'être attentif par rapport aux écosystèmes, des outils. Là, par exemple, sur HTE, je suivais entre-temps le workshop sur l'argent. Alors, HTE, pardon, oui. Oui. Reprécisez-nous. Oui, je vais présenter évident pour tout le monde encore. les deux programmes, Deep Tech et HTE, juste après.
Mais il s'agit effectivement d'une des formations que propose le Centre Entrepreneuriat. Il s'agit donc d'une formation de 2 mois sur la Deep Tech, avec des projets issus de la recherche de l'Institut à Gênes de l'innovation. Et des groupes d'étudiants travaillent sur ces technologies pour en faire un projet de création d'entreprise vendable. 2 mois intenses, j'imagine, 2 mois intenses. que vous avez suivi. Ouais. C'est que je suis encore, c'est 2 mois très intenses et c'est 1 heure de cours un peu, pas forcément théoriques, mais des expériences de chercheurs, de gens dans les venture capital. Et derrière, juste après... Venture Capital. Venture capital, donc les sociétés de capital risque qui Je suis investissent intraitable dans avec les termes techniques parce que quand on les connaît pas, on ne sait pas. Absolument. Ouais. Donc des sociétés de capital risque qui financent en fait des startups Des investisseurs, concrètement. des investisseurs, clairement. Donc c'est des expériences et après on a une session de travail collaborative où en fait on travaille sur quelque chose de très concret, de comment est-ce qu'on peut, là par exemple cet après-midi ça va être de travailler sur le business plan, donc le modèle comment faire de l'argent, how to make money, et donc de comment faire pour convaincre les investisseurs que la solution est rentable, durable, et même si ça vient de la recherche et que c'est pas forcément évident de bien comprendre les outils, essayer de la vulgariser aussi quelque part et donc de savoir pitcher ce projet très simplement. Pourquoi c'est l'étudiant idéal, Julien? Tout à l'heure, c'est l'étudiant idéal. Mais il vient de le démontrer, non? Non? Ouais, j'ai On n'a pas l'impression, besoin mais- de trop en rajouter. C'est l'étudiant idéal parce qu'il est curieux, qui sort de sa zone de confort et qui est venu tester chacun des programmes un par un, et que je pense qu'il en a tiré le maximum de bénéfices. Et c'est tout ce qu'on attend de nos étudiants. Et j'espère que à son témoignage, beaucoup d'étudiants vont venir taper à notre porte pour vivre les mêmes expériences. Rania, vous voulez dire un mot? Ouais. Oui, vraiment une acquisition des compétences en crescendo, quoi, une montée en compétences, parce que et aussi quand Samira disait sortir sa zone de confort, j'aimerais quand même dire que Julien était alternant avec un très bon salaire dans un organisme. Il a quitté pour rejoindre la start-up lorsqu'il a fait la formation Deep Tech parce qu'il s'est passionné pour l'entrepreneuriat et il a commencé. C'est un choix de vie, ouais. Ouais. Quelque part. Absolument. Je crois profondément au fait que la recherche puisse créer des innovations beaucoup plus profondes et que ça nécessite du temps, mais que quand ça se fera, ça changera le monde pour moi. Ah, vous l'avez dit à 2-3 reprises, on fait pas tout à fait la deep tech comme on fait d'autres tech peut-être. On ne vend pas tout à fait de la même manière. On dit pas la même chose en tout cas. Oui, dans le cas par exemple de l'INRAE, donc de l'Institut d'agriculture et notamment des entreprises dans le biocontrôle, on a une chaîne de valeur, donc des acteurs qui gravitent autour de l'agriculteur qui sont extrêmement complexes à comprendre, quelles sont leurs interactions, l'utilité qu'on peut avoir pour développer un modèle d'affaires et les partenariats qu'on peut construire. C'est pas forcément des entreprises en B2C où la relation avec le client est évidente et simple. Des fois, les outils entrepreneuriaux sont pas forcément adaptés à ces deep tech. Mais en tout cas, c'est quand même tout le fond d'agilité qu'il y a derrière, la manière d'être curieux, d'être vraiment connecté à ses utilisateurs, en tout cas au partenariat et à l'écosystème. C'est vraiment ça qui transperce derrière, enfin qui transcende derrière tous les programmes de ICE. C'est vraiment la curiosité et la posture entrepreneuriale derrière et l'attitude qu'il y a par rapport à ça. Bon, B2C, je vous ai pas repris, mais c'est qu'ils vendent directement aux consommateurs, contrairement à B2B. Voilà. Merci beaucoup, Julien, et merci beaucoup. Un mot sur l'international? Ah, oui, absolument. Bien sûr, ouais, on a tout petit peu d'avance encore, donc on peut rogner une minute. Allez-y. C'est parfait. En fait, voilà, pourquoi je tiens à en parler? Parce que c'est un travail de longue haleine qu'on a conduit depuis 4 ans et pour structurer ce centre. On a la chance, en tant qu'universitaire, d'avoir des amis de par le monde, parce que chaque fois qu'on tape à la porte d'une autre université, on est très bien reçu et on reçoit très bien également. Et on a pu construire un réseau dont on tire un bénéfice certain, parce qu'on a bâti avec pas mal d'universités, avec pas mal de réseaux internationaux, des programmes qui sont accessibles pour les étudiants de l'Université Côte d'Azur. Donc on vous invite à venir nous voir ou à vous connecter à nos réseaux sociaux pour connaître les appels à candidature. On a un programme Sugar qui est issu de Stanford, qui est le berceau du design thinking. Et donc on a un réseau international qu'on a intégré récemment, qui permet aux étudiants de vivre des expériences internationales sur des projets réels avec des entreprises. Dans quel pays alors? Ils ont entendu l'Italie tout à l'heure, mais il y a d'autres pays? C'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Enfin, on fait partie d'une dizaine d'universités select
travailler en collaboration et, sur ce programme-là. On a ça, on a en transfrontalier, évidemment, on a d'abord tissé des liens avec l'Italie. Donc on a ces liens avec le IIT, qui est un acteur majeur de l'innovation et de la technologie en Italie. On a aussi en France, mais qui rayonne sur l'Europe, parce que les candidatures sont ouvertes sur l'Europe, mais aussi sur UCA, évidemment. On a un programme avec le leader mondial de la création de shows télévisés, qui est Banijé, avec qui on fait une résidence de projet, de concept du programme télé de demain. Et pareil, c'est ouvert à tous les étudiants à partir du moment où ils ont un peu de créativité. J'en oublie certainement. C'est très vaste, effectivement. Il y a le Startup Academy qu'on monte avec l'université de Utah. Et on a des échanges avec l'université de Utah qu'on peut faire aussi en intégrant nos programmes sur l'entrepreneuriat, puisqu'ils sont leaders aussi aux États-Unis sur la thématique, etc., etc., etc. Donc pour dire que voilà, en venant à ICE, on a aussi cette porte ouverte sur le monde qui permet aussi d'avoir une approche globale, parce que maintenant, quand on crée un projet d'entreprise, on ne peut pas se contenter de se dire je vais toucher mon quartier ou je vais toucher ma ville. Il faut avoir déjà cette dimension de, pour ce scaler, cette dimension de se dire je peux aussi toucher des marchés ailleurs qu'en France. D'accord, il y a l'embarras du choix pour partir en plus et visiter plein de pays. Merci beaucoup, merci Samira, merci Julien. On vous reverra dans pas longtemps. Merci à tous les deux. On va passer à la séquence suivante. Rani, vous restez avec moi. On peut les applaudir. Vont monter sur scène Axel Forestier de Triloop et Laurent Masson de l'incubateur PACA Est, que j'invite à me rejoindre. J'espère qu'ils sont là. Les voilà. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Me laissez pas seul, par contre. Hein. Enfin, non, il n'y aura pas de fauteuil tout seul. Monsieur Masson arrive et il va s'asseoir à côté de moi. Bonjour à tous. Merci d'être là. Peut-être, Rani, un mot sur le dispositif Pépite, en particulier, parce qu'on va faire un focus là-dessus pendant cette séquence, vous l'avez compris. Décrivez-nous un petit peu ce que c'est Pépite. Alors, au sein du Centre Entrepreneuriat ICE, on a donc le programme Pépite PACA Est. C'est le programme central, d'ailleurs, pour l'entrepreneuriat étudiant. Et c'est vraiment un dispositif inédit. Alors, il y a 33 pépites en France, il y a un réseau national. Et il y a donc les déclinaisons dans chaque région. Ici, c'est Pépite PACA Est. C'est un dispositif qui est vraiment inédit parce que pour vous, étudiants, si vous avez un projet, vous pouvez demander le statut national étudiant entrepreneur, ce SNEE, c'est donc statut national étudiant entrepreneur, qui vous apporte plusieurs avantages. Ça vous permet déjà de remplacer votre stage pour travailler sur votre projet de création d'entreprise à plein temps et en rencontrant un écosystème entrepreneurial très riche et en étant accompagné par l'incubateur PACA Est, qui est donc notre partenaire précieux et principal. On va l'entendre dans un instant. Ouais. Oui, il présentera ensuite, Laurent, l'incubateur. Ensuite, c'est aussi un dispositif qui est vraiment inédit parce que la plupart des dispositifs d'accompagnement se concentrent sur la création d'entreprise, alors que ici, dans Pépite, l'accompagnement se concentre sur le projet entrepreneurial. Donc, en tant qu'étudiant, si vous avez vraiment une idée et que vous souhaitez vous lancer, vous pouvez déjà intégrer Pépite pour maturer votre projet sans qu'il y ait de création d'entreprise. Donc c'est vraiment inédit en termes de dispositifs. Merci Rani d'avoir décrit Pépite. Alors, vous avez évidemment un rôle là-dedans très important. Laurent Masson, vous pouvez nous expliquer en tant qu'incubateur PACA Est, incubateur, c'est-à-dire que vous accueillez concrètement ces étudiants ? Oui, alors en fait l'incubateur PACA c'est l'incubateur lié à l'université Côte d'Azur et à l'université de Toulon et ainsi qu'à INRIA, c'est nos 3 cofondateurs. Et en fait on a plusieurs programmes d'action. L'un est orienté vraiment sur les startups deep tech une fois qu'elles sont vraiment relativement avancées en termes de définition de projet. Mais on a aussi ce partenariat fort avec l'université Côte d'Azur où on apporte du conseil, de l'orientation, du coaching aux étudiants entrepreneurs inscrits en D2E et c'est une activité qu'on a aussi en partenariat avec l'université de Toulon. D2E. Ah, j'ai oublié de le présenter. Diplôme étudiant entrepreneur, donc qui est un diplôme qui est accessible aux étudiants qui ont le statut national étudiant entrepreneur. Dont parlait Rani à l'instant. Exactement. Je peux présenter rapidement
le Bien sûr. D2E, parce que c'est le troisième avantage que j'ai oublié quand même et qui est très important, parce que c'est une formation en entrepreneuriat qu'on propose et qui est complémentaire aux formations initiales. Alors que vous soyez en licence, master, doctorat, vous pouvez suivre ce diplôme étudiant entrepreneur et qui vous donne accès à l'accompagnement, mais aussi à des concours. Donc vous pouvez gagner des concours, le concours Pépite régional, le concours de la Fondation UCA, les Entrep VAR pour côté VAR, donc Toulon, parce que Pépite PACAS, c'est à la fois Toulon et Alpes-Maritimes. Vous avez aussi le concours Challenge John Pousse, et donc vous êtes coaché aussi par l'incubateur dans le cadre de ce D2E. Donc c'est vraiment une formation qui est complémentaire aux formations initiales. 160 étudiants aujourd'hui, hein, je crois. Qui ont c'est ça. le statut, tout à fait. Et pardon, du coup, vous pouvez continuer, parler du DEE. Oui, alors du coup, ce que je peux ajouter, c'est que finalement, ce qui a été expliqué par Annie, c'est que dans le cadre de ICE et du Pépite et du statut, il y a toute une série d'outils qui existent du côté académique, du côté de la formation. Mais finalement, une des originalités et de l'intérêt du dispositif tel qu'il existe, c'est aussi de faire le lien avec le lancement effectif de projets de création d'entreprise et donc avec des structures d'accompagnement qui sont externes. Et donc, voilà, donc nous, l'incubateur, on a d'abord ce positionnement de professionnels de l'aide à la création d'entreprise et d'aide à l'innovation qui vient en complément et qui nous permet aussi de connecter les projets avec l'écosystème local de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Alors, on va passer à vous maintenant, parce que vous êtes un peu l'objet de tout ce qui vient d'être dit finalement. Axel Forestier, vous avez bénéficié d'un accompagnement Pépite et d'un prix Pépite, je ne me trompe pas. Alors, c'est ça, oui, exactement. Pouvez-vous nous décrire déjà un peu votre parcours puis le projet pour lequel que vous portez aujourd'hui, donc Triloop? Pas de souci. Alors, Triloop, pour faire simple, c'est une marque de vêtements de sport éco-responsable. Pour me présenter rapidement, je suis designer dans cette entreprise. Et donc moi et plusieurs de mes coéquipiers, on a bénéficié du coup du statut étudiant-entrepreneur et donc participé au programme Pépite. Ce programme-là, du coup, nous a apporté beaucoup, que ce soit au niveau des workshops avec des intervenants qui nous aidaient sur des thématiques bien précises, que ce soit au niveau financier, relationnel ou développement produit, tout simplement. En plus de ça, il nous a aussi apporté des mentors, donc des mentors qui venaient directement du monde professionnel et donc qui pouvaient nous apporter leur expérience et donc éviter de faire des erreurs qu'ils auraient pu commettre dans le passé. Et dans les grands plus de Pépite, ça a été, d'après moi en tout cas, c'est la substitution de stage et donc de remplacer notre stage de fin d'études pour se consacrer à 100% à notre projet. Et on a donc été hébergés, nous, grâce à Pépite et TVT Innovation, qui est donc une agence de développement économique sur l'aire toulonnaise, pendant donc 6 mois. Et suite à ces 6 mois et tous les moyens qui étaient mis à notre disposition, que ce soit par les intervenants ou les aides qu'on avait en externe liées à Pépite, on a donc fini lauréat du prix Pépite, mais aussi Réseau Entreprendre quelques mois plus tard. Est-ce que le projet au départ, il ressemble au projet à la fin? C'est-à-dire que vous l'avez expliqué, je crois, mais je vais le redire, une marque, vous créez une marque de vêtements éco-responsables pour le triathlon? C'est ça, bien d'accord. Est-ce qu'au départ, c'est Triloop à la fin de l'accompagnement? Alors plutôt oui, j'ai envie de dire, même s'il y a pas mal de sujets qu'on a dû revoir forcément, parce qu'on avait des problématiques qu'on ne connaissait pas encore, et on a donc dû adapter notre projet en fonction des problèmes qu'on a rencontrés. Mais grâce aux mentors et l'équipe qui était autour de nous, on n'était donc pas seuls. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier du coup Anna Sipierre qui est en charge du développement sur Toulon, en relation avec Pépite. Merci. Merci à vous deux. Rani, vous allez rester avec moi. Laurent, Axel, merci pour vos témoignages et vos analyses. On va passer à la séquence suivante. Vous pouvez regagner la salle. Merci beaucoup. Alors pour la suite, j'appelle, donc Rani, vous êtes déjà avec moi, donc pas de souci, vous restez. Xavier Fernandez, Antoine Pasquier, qui ne vous est pas inconnu, et moi non plus, et Michaela Ion-Scotta. J'espère que j'ai bien prononcé. Qui arrive, tout le monde arrive groupé. Ah. Ah oui, ouais, Antoine, pardon. Important. Je pensais que j'allais avoir un siège vide à côté de moi, ce qui était un vexant et deux moche à la caméra. C'est 2 fois qu'il tombe le portable. Je vais changer de...
Xavier Fernandez, la parole est à vous. Sur ces projets chercheurs entrepreneurs, vous avez deux exemples. Alors dans des domaines proches, on parlera tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure ensemble d'évolutive agronomie. On a également AgroInnov, représenté par vous, Michaela. Quelle vision vous avez de ça, Xavier Fernandez, en tant que vice-président innovation, je le rappelle, hein, si besoin était, de l'université. Innovation, valorisation. Innovation, valorisation. L'impression, elle est très positive. Hein. Alors, d'une part, c'est le dynamisme de nos chercheurs qui est mis en avant. Forcément, quand on est au niveau de la gouvernance, ça fait plaisir, hein, de voir les chercheurs, les jeunes chercheurs, mais pas que. Hein. Je pense qu'on pourra aussi après évoquer des chercheurs seniors qui se lancent aussi. Hein. Donc, on voit qu'on a différentes approches actuellement. Ça démontre aussi la performance de certains outils qu'on a mis en place d'accompagnement et puis aussi de leviers financiers incitatifs, hein, parce que peut-être qu'ils en parleront, mais l'appel à projet Startup Deep Tech de l'IDEX permet quand même de partager le risque, de pouvoir se lancer pour valoriser ces travaux, parce que entre des premiers résultats, même dans certains cas un brevet, et alors on en discutera certainement tout à l'heure avec Laurent, une maturation, une prématuration par la SAT, des fois ça nécessite encore quelques éléments, d'avoir quelque chose de plus robuste pour convaincre. Et donc l'analyse qu'on peut en faire, c'est d'une part un changement des mentalités, alors peut-être qu'on l'évoquera, hein, avec un peu une prise de risque plus élevée de nos chercheurs. Hein. Les Français n'étaient pas quand même connus pour être comme ça, pour se lancer un petit peu plus, en particulier les chercheurs académiques. Donc ça, c'est un premier constat, ce dynamisme, et puis nos outils, grâce à des leviers financiers qui permettent d'inciter un petit peu plus, et aussi une politique globale, hein, qui met l'innovation un peu plus au centre des objectifs. Un objectif supplémentaire. Prise de risque à deux reprises, c'est une forme de mise en danger quand on est chercheur et qu'on se dit allez. Ah ben oui, moi je pense que, alors peut-être que là c'est plutôt eux qui pourront en discuter plus que moi qui commence à avoir la barbe blanche, quoi. Mais quand une carrière de chercheur dans une grande entreprise ou dans un organisme de recherche à l'université, c'est des magnifiques carrières. Moi j'y suis, donc je vais pas non plus cracher dans la soupe, quoi. Mais c'est quand même en termes de quotidien, de temps passé, plus confortable que se lancer avec un caractère de risque, d'aller convaincre des investisseurs, monter son projet. Voilà, il y a du risque, et ça, il y a eu, en tout cas, bon, moi c'est mon analyse, après on pourra échanger. Voilà, il y a eu quand même un changement dans les mentalités. Il y a encore à faire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de l'encadrement, de l'accompagnement dans nos labos. Hein. Aujourd'hui, il y a encore des chercheurs qu'il faut convaincre que l'innovation et la valorisation de nos travaux de recherche, pas uniquement dans des publications, c'est important pour nous, c'est important pour la société, c'est important à travers plusieurs aspects. Et ça a progressé, mais il y a encore du progrès à faire. Et peut-être le retour à l'académie aussi, une fois après avoir construit une start-up. Et puis forcément, le retour, monter des projets, continuer à monter des projets, embaucher nos anciens étudiants, nos doctorants. Le cercle peut être vertueux. Et quand on discute avec les porteurs de projets, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de revenir quand tout aura bien fonctionné. Rani, je vais vous dites un mot du programme de formation pour les chercheurs, donc le diplôme universitaire dont on a parlé tout à l'heure, le DU Deep Tech, ainsi que le HTE dont il a été question aussi. Oui, en complément de ce que vient de dire Xavier, effectivement, on traduit finalement dans ce centre entrepreneuriat ce besoin de désacraliser aussi l'entrepreneuriat auprès des chercheurs, mais ensuite leur donner des outils conceptuels pour l'entrepreneuriat. Au sein de ce DU, donc diplôme universitaire Deep Tech et ses défis de la recherche à l'industrie, on a eu le plaisir d'avoir donc ces deux chercheurs entrepreneurs dans nos formations. Alors, c'est vrai que selon les retours, j'ai vu que BPI France, avec PhD Talent, avait fait un sondage et qu'il y avait 44% sur les 1700 chercheurs
qui était prêt à vouloir se lancer dans une création d'entreprise, mais pas forcément de formation. Donc, l'Université Côte d'Azur propose effectivement ce DU qui permet de comprendre voilà, les enjeux de la propriété intellectuelle, comment faire son business Ça se plan, passe en etc. combien de temps, ce DU? Alors, il y a 46 heures de formation, exactement, 48. Bon, on a notre responsable deux jours sans pédagogique, dormir. Nico. Et un workshop vraiment voilà, appliqué sur le projet pendant 16 heures, c'est ça, dont 16 heures de workshop. Et donc accessible soit en DU et soit en mineur, parce que les écoles universitaires de recherche donc, ont une majeure et une mineure, donc, ce qui permet aussi aux étudiants de master et de doctorat de pouvoir suivre seulement en termes de mineur. Donc ça permet d'insuffler finalement cette formation auprès de énormément de cursus universitaires dans toutes les EUR. Voilà. Alors, Michaela, on a envie de vous écouter finalement, parce que vous avez suivi ce parcours DU, du diplôme universitaire Deep Tech. D'ailleurs, vous travaillez aujourd'hui avec Julien, qui était sur le plateau Oui. juste avant. Voilà. Exactement. Il est idéal, Julien, aussi, en tant que... Il est... Je ne veux pas dire c'est un étudiant idéal, donc j'espère que c'est un associé idéal aussi pour vous. Vous n'allez pas dire non. C'est un collaborateur idéal. Collaborateur oui. idéal. Oui. Expliquez-nous en 2 mots déjà, vous êtes dans le même domaine qu'Antoine, AgroInnov. Oui. Voilà, dans les pesticides. D'accord. Oui. Alors, bon, moi, je me présente. Donc, moi, c'est Michaela Jonscott. Je suis un jeune docteur en écologie. Et en fait, je suis également porteuse du projet Startup Deep Tech AgroInnov, qui veut valoriser en fait mes résultats de thèse, mais aussi mes résultats de postdoctorat, que j'ai réalisé au sein de l'Institut Sofiar Agrobiotech. Et ce projet, en fait, vise à concevoir, à développer des solutions naturelles à base d'insectes, notamment pour contrôler des ravageurs, notamment des insectes qui sont des nuisibles pour les cultures. Donc, ils représentent des solutions valables, alternatives aux pesticides. Et globalement, ils veulent être des solutions qui sont vraiment adaptées aux besoins des filières, mais aussi notamment aux besoins des territoires. Et donc, j'ai eu le plaisir de participer au DU, au diplôme étudiant entrepreneur, donc, qui est porté par Annie. Et en fait, j'ai décidé de m'inscrire dans ce parcours parce que globalement, je me suis rendu compte très vite que j'avais besoin d'acquérir des compétences entrepreneuriales. Et donc, globalement, ce DU, c'est en formation à 360 degrés qui nous permet d'avoir une première approche avec l'entrepreneuriat. Mais pas seulement, en fait, c'est notamment dans le cadre de ce DU, pendant les workshops, que j'ai fait la rencontre de Julien Matza, qui était à l'époque étudiant en M2 en innovation du management et du territoire. Et en fait, il y a eu... Avec Rani. Avec Rani, toujours, ouais. Il y a eu une super synergie qui s'est créée avec Julien. Et du coup, nous avons créé un binôme tout de suite pendant les 2E. Et ensuite, Julien, il a intégré l'équipe d'AgroInnov. Il a fortifié notre collaboration avec le GREDEG. Credec. Avec le GREDEG. Ah oui, je sais pas. Groupe de recherche en économie, droit et gestion. Merci Rani. Moi, je ne savais pas ce que c'était, donc je posais la question. Oui, pardon. Je pense que tout le monde ne savait pas non plus. Et du coup, ça nous a apporté vraiment la vision business et nous a permis de développer un premier business model innovant pour AgroInnov. Donc, le DU n'est pas seulement un lieu de formation, c'est aussi un lieu de rencontre et de belles aventures humaines qui s'est mise en place. Voilà. Donc vous avez appris à parler ce langage-là après avoir fait le DU aussi, quoi. Oui. C'est là pour ça. Oui. Ce qui n'était pas évident avant, j'imagine. Non, pas du tout. En fait, grâce au DU, on a vraiment appris une culture entrepreneuriale et aussi à utiliser les mots qu'il faut, notamment pour parler pendant un pitch, une présentation, un entrepreneuriat. Antoine, vous êtes... on sait maintenant, j'espère que c'est clair pour tout le monde, ce que fait Evolutive Agronomie, qu'on a présenté tout à l'heure avec Lucie qui va bientôt nous rejoindre d'ailleurs, juste après. Vous êtes donc vous avez fait les formations de ICE, vous en êtes ambassadeur même, je crois. Oui, c'est ça, effectivement. Pour quelle raison vous êtes ambassadeur ICE? Ça vous a servi, j'imagine? Oui, dans parce votre parcours. C'est encore tout récent, on va dire, mais c'est plutôt ce qui m'a motivé à faire ça, justement, c'est que je pense qu'il y a vraiment un intérêt
pour l'entrepreneuriat, pour mettre en place ses idées par soi-même et qui est parfois peu connu justement, parce que par exemple je le vois à travers une association aussi dont je fais partie, l'association de jeunes chercheurs, où parfois justement les doctorants... La JC06, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Où les doctorants en fait ne se rendent pas compte qu'ils ont des compétences déjà entrepreneuriales. Bon, effectivement, le D2E par exemple permet de les compléter ou de les confirmer, ou aussi peut-être juste d'avoir un peu plus confiance en soi. On les a, mais on les renforce. Et en fait, vraiment, quand on leur a posé la question aux doctorants, là, il y en avait 32 ce jour-là, où on leur a dit, est-ce que vous pensez que les compétences que vous développez pendant votre thèse sont utiles pour l'entrepreneuriat? Il n'y en a que 8 qui ont levé la main. Alors que moi, pour faire une thèse, je sais que dans cette thèse, on met en place un système le processus scientifique, on récupère des informations, on met une problématique, on essaie de progresser, on essaie de récupérer des informations, on essaie de mettre en place des expériences en fonction des domaines. La gestion de projet concrètement, quoi. La gestion de projet, la gestion humaine aussi, on a parfois des stagiaires, on a un manager, on travaille avec forcément des collègues, parfois des gestions de budget aussi, et c'est clairement la triptyque de n'importe quelle gestion de projet et de l'entrepreneuriat. Et aussi un doctorant, s'il est doctorant, c'est que il a été capable d'apprendre et d'apprendre beaucoup, et donc c'est pour ça aussi que le D2E permet ça. Peut-être qu'au début on n'y connaît rien en communication, on n'y connaît rien en ressources humaines, mais justement le D2E permet de donner les informations, et les doctorants seront capables d'apprendre et donc de s'y mettre. Ils ignorent avoir certaines compétences en fait. Totalement, il y a un manque de confiance en soi chez les doctorants qui est, je trouve, vraiment impressionnant. Et peut-être aussi justement parfois parce que dans le processus classique français, un doctorant va faire une licence, un master, puis directement à la suite du master le doctorat. Et donc finalement, peut-être qu'au des fois, il a justement peu de connaissances de ce qui se passe en dehors, et du coup, il pense qu'il est fait que pour la recherche fondamentale parce qu'il a vu que ça, alors qu'en fait, grâce au D2E par exemple, on s'aperçoit qu'un doctorant, il peut faire plein de choses différentes et il sera très bon dans ce domaine. Et c'est aussi une forme d'humilité, la recherche. Je ne sais pas, Xavier, c'est normal d'être humble quand on Oui, cherche. alors les discours, ce qu'on entend, sont intéressants parce qu'il y a beaucoup de choses qui font écho à des problématiques du moment, et puis on voit nos pistes de progrès pour aller plus loin. Donc c'est sûr que la formation, forcément, c'est fondamental. Et l'université, pour ça, dans sa version tubulaire, pour aller vraiment sur l'excellence scientifique, malheureusement, on ne prend pas suffisamment le temps pour du transverse, de l'interdisciplinaire qui permet de voir que certains doctorants, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, et heureusement, mais que beaucoup de nos doctorants ont des capacités et même des savoirs déjà qui peuvent être cachés, en tout cas qu'eux n'ont pas identifiés, et qui pourraient leur permettre d'aller loin. Donc pour ça, on voit qu'il y a la formation, et puis on voit qu'il y a l'environnement aussi sur lequel je pense qu'il faut travailler, c'est dans le labo, dans nos laboratoires, mieux connaître, alors là je pense que c'est nos enjeux de cette année, mais mieux connaître comme ça tous ces outils de formation et d'accompagnement, mettre en avant ces profils d'étudiants entrepreneurs, de jeunes chercheurs entrepreneurs, pour les mettre aussi un petit peu en exemple, et pour montrer qu'aujourd'hui l'innovation et la valorisation à l'université, elle est multiple. Il y a plein de façons de valoriser ces travaux, et c'en est une façon, ce qu'ils ont présenté, et il faut les soutenir. Être humble pour un chercheur, c'est capital. Parce qu'il faut remettre en cause ses résultats, voir aussi ce que font les autres, mais être trop humble, ça devient un défaut. Et donc voilà, il faut arriver à trouver le bon milieu, connaître... C'est humble, non, c'est un défaut aussi. Donc oui, vraiment... On est d'accord. Donc c'est toujours l'excès qui est pas bon, peu importe dans quel côté. Donc ouais, on voit qu'on a dans nos laboratoires des pépites, et je reprends le terme, mais en le sortant un petit peu, mais des étudiants qui ont un super potentiel qui, malheureusement, des fois, est pas exploité, ou ils vont pas dans parce que, tout simplement, soit on leur a pas donné leur chance, soit ils ont même pas identifié cette chance-là. Et donc, grâce à ICE, ces formations, le travail que font aussi nos EUR avec ces formats mineurs, où on peut commencer à mieux initier les étudiants avant. Peut-être que nos chiffres dans les prochains BPI Deep Tech Tour, qu'on refera comme ça dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, les bilans sur nos nombres de startups vont s'envoler, parce que cette initiation, elle se sera encore mieux faite.
Michaela, vous reconnaissez dans les propos d'Antoine Est-ce que vous, par exemple, vous ignoriez avoir certaines compétences qu'en fait vous aviez de fait parce que vous étiez chercheuse? Oui, totalement. Moi, j'ai découvert, disons, je me suis approchée à ce milieu de l'entrepreneuriat après ma thèse, quand en fait les résultats qu'on a obtenus, ils étaient plutôt prometteurs. Donc, on a réfléchi à une autre façon de les valoriser au-delà de la publication scientifique. Et en fait, j'avais vu un webinaire de BPI et ça m'a parlé. Et en fait, j'ai eu envie de m'investir. Et ensuite, c'était un peu un boule de neige globalement. Et du coup, oui, je me retrouve dans ce qu'il dit Antoine. Je suis plutôt d'accord, quoi. Merci à vous quatre. On va passer à la séquence suivante. Je vous remercie. Vous pouvez regagner le public. On peut les applaudir. Alors, Annie, vous restez encore. Vous restez tout le temps. Ne bougez pas. C'est comme sur les tournages. On va mettre le nom sur la chaise derrière Annie. Je vais appeler Lucie Monticelli sur scène, Mathieu Ovanessian, Laurent Bali et Pauline Solignac. J'espère que tout le monde est là. Passez par la droite pour récupérer un micro et venez nous rejoindre. On est les 100 pages de sièges vides, vous l'avez compris. Alors on est 6, donc c'est moi qui vais me décaler. Ou alors quelqu'un se met à côté de moi là. Voilà. Choisissez. Désolé d'être séparé de vos camarades. Alors Mathieu Ovanessian, je voulais que vous puissiez présenter déjà le dispositif Les Jeunes Docteurs Innovants de la région Sud. En quelques minutes. Voilà. Très bien. Donc déjà, merci beaucoup pour l'opportunité qui nous est donnée. Merci pour l'invitation aujourd'hui. C'est un dispositif pour justement combler, entre guillemets, ce trou dans la raquette, et c'est-à-dire accompagner les jeunes docteurs dans leur volonté de développer des projets de création d'entreprise ou de transfert de technologie, en les accompagnant financièrement pendant 12 mois. C'est-à-dire qu'on va venir les financer à hauteur de 75% de leur salaire de type postdoc, donc qui représente en gros jusqu'à presque 34 000 euros sur 12 mois, et ce qui leur donne effectivement cette possibilité de développer leur projet en lien avec l'écosystème. L'objectif en soi, c'est que les projets puissent arriver d'un niveau de maturité technologique, on va dire de 2 jusqu'à 4, pour qu'ils soient derrière soit maturables, soit incubables. Et c'est en ce sens... Expliquez-nous, parce que tout le monde ne sait pas, parce que vous avez au bout de... Alors peut-être dans la salle, tout le monde sait, mais derrière la caméra, c'est pas le cas. Il y a des niveaux de maturation, effectivement. On part de 1 à 5, je crois, aussi. De 1 à 9, exactement. De 1 à 9. En gros, c'est vraiment de la genèse jusqu'à la mise sur le marché. Exactement. Et donc là, c'est plutôt donc, pour des projets précoces. Donc on est vraiment sur un 4. stade de prématuration. L'objectif de ce dispositif, c'est qu'on l'a pensé aussi en articulation avec l'écosystème régional, donc notamment les structures de transfert de technologie, dont la SAT, les incubateurs. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, au terme du financement régional, le projet puisse justement être absorbé dans ce continuum d'accompagnement que les forces en présence régionale proposent. Et en ce sens, il est complètement complémentaire. Et surtout, il donne vraiment l'opportunité aux docteurs d'avoir une aventure entrepreneuriale avec un vrai accompagnement financier. Très bien. 75%, on a compris, sur 12 mois, d'après ce que vous avez dit. Lucie, on a entendu à l'instant, et on a réentendu Antoine sur Evolutive Agronomie. Vous avez bénéficié de l'accompagnement de la région. Qu'est-ce que vous en avez tiré? À quoi ça vous a servi dans le projet? Alors du coup, nous, on est tout au début. Donc pour l'instant, du coup, ça va nous permettre tout simplement d'aller au laboratoire et donc nécessairement de faire les expériences qui vont nous permettre de renforcer le fondement scientifique du projet. Ça, ouais. Ça rejoint complètement ce que vient de dire Mathieu. Sans ça, en fait, notre projet tombe à l'eau. Donc globalement, merci encore à la région. et c'est surtout aussi... en fait, globalement, dans tous nos accompagnements, on ne va pas nous aider sur le côté technique. La techno, on la connaît, il n'y a pas de problème. Par contre, sortir de nos zones de confort pour aller faire de l'entrepreneuriat et donc du business, du commercial, du marketing, toutes ces valeurs que je n'avais pas du tout quand je me suis lancée, en fait, c'est là où on a encore plus besoin d'eux. Parce qu'ils vont nous poser des questions, des fois on va se dire « Oula, quoi ?» Et en fait, ça va nous forcer à réfléchir et ça va nous faire énormément avancer. Donc au-delà du côté financier, bien évidemment, sans lequel on ne peut pas faire grand-chose, il y a vraiment ce côté boost pour avancer. Se faire secouer un peu. Cette force un peu, parce que
comme je vous ai dit précédemment, moi je voulais faire de la recherche académique. J'arrive dans ce domaine d'entrepreneuriat, je me dis, je connais rien. Je savais pas de quoi on me parlait. Et donc c'est vraiment grâce aux formations justement dans le cadre de PEPI, du DU entrepreneuriat et tout ça qu'en fait on comprend l'ensemble et qu'on peut finalement répondre aux questions qu'on peut nous poser. Il a fallu longtemps pour changer, apprendre, ou c'est venu vite? Pour moi, les doctorants, ils savent tout faire. Il n'y a pas de secret. On arrive à tout apprendre. C'est notre projet. Ouais. On part de rien et on doit créer un projet et le tenir en 3 ans et répondre à des questions auxquelles personne potentiellement s'est posé avant ça. Donc, en soi... et décrocher des publis et un contrat de postdoc. Il faut faire des rédactions. Il faut faire vraiment tellement de choses. Et au final, moi, aujourd'hui, je regrette pas du tout ma décision. Je me sens bien là où je suis parce que c'est un challenge, ça me permet d'apprendre en permanence, ça nourrit ma curiosité tout le temps et clairement, je changerai pour rien au monde ce que j'ai décidé de faire maintenant. Et vous retournez au labo qui plus est pour renforcer en plus. C'est bingo, c'est parfait. Laurent Bally, vous dirigez la SAT Sud-Est. Alors, juste un point sur les SAT. Alors, vous l'avez fait tout à l'heure, excusez-moi, j'ai peut-être été distrait. Mais pour les gens qui nous auraient rejoints en route, une SAT, c'est quoi? Alors, une SAT, c'est l'acronyme pour, suite de mots un peu barbare, Société d'accélération de transfert de technologie. Donc, on est issu du plan d'investissement d'avenir. Il y en a 13 en France. Et par région, en gros. Oui, on peut le matérialiser comme ça. Donc nous, on est la SAT Sud-Est, on représente les régions Sud et la Corse. Et donc notre rôle est d'être à l'interface entre la recherche publique, tous les chercheurs et doctorants qu'on a pu voir, et le monde socio-économique. Et ce qu'on fait exactement, c'est qu'on va aller détecter dans les laboratoires les belles inventions de ces chercheurs pour les accompagner. C'est vous qui allez dans les laboratoires ? Alors, quand on dit on va dans les laboratoires, c'est les deux. On va dans les laboratoires, mais maintenant, depuis 2012, on commence à être un petit peu connu. Et les chercheurs ont pris l'habitude aussi de nous contacter dès qu'il y a une belle idée. Et tout démarre par ce qu'on appelle la déclaration d'invention. Donc, on travaille avec les chercheurs à voir si cette invention a un potentiel particulier, à la fois sur est-ce qu'il y a un marché préexistant et si on peut la protéger aussi. Et si on sait répondre oui à ces deux questions, là, on va pouvoir accompagner le chercheur avec du financement. Vous évoquiez les notions d'échelle de TRL. Mais souvent, le projet démarre à une échelle 2 ou 3. Et nous, notre rôle, c'est de le financer pour qu'il aille jusqu'à une échelle de TRL 5. Donc au départ du projet, si je comprends bien. On est très tôt et on va jusqu'à du prototypage et on essaye d'aller même jusqu'à de la pré-industrialisation. Et donc on va ensuite sur ces technologies qui ont été développées, on va chercher pour le compte des établissements de recherche, on va aller essayer de trouver la voie de valorisation la plus optimum possible pour le projet. Donc ça peut être soit en direction d'entreprises déjà préexistantes, et là on parle de licensing, de concéder des sous-licences, entreprises de toute taille, soit ça va vers aussi la création d'entreprises, et donc l'accompagnement là de ces startups en lien avec les incubateurs, entre autres dispositifs, mais notamment en lien avec les incubateurs. D'accord. Et vous mettez quel dispositif à disposition vous les rencontrez à la machine à café, les chercheurs, vous leur proposez des dispositifs que vous avez à disposition, c'est ça? Vous leur dites venez faire ça avec nous? Non, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Non, c'est vraiment une fois qu'il y a une belle idée, ouais. on va travailler avec ces équipes de recherche. Je crois que les chercheurs l'ont bien souligné, le témoignage à l'instant le montre, c'est que les chercheurs voient très bien comment développer le produit, la technologie. Ce qu'il faut, ce sont des moyens. Et donc là, ce qu'on va leur mettre à disposition, ce sont des moyens à la fois matériels, par du financement de matériel, d'outils, s'ils vont avoir besoin de machines particulières, et puis en mettant aussi à disposition des ingénieurs qui vont pouvoir travailler pour le compte de ces chercheurs. Et puis je trouve que c'est très bien monté parce que du coup les chercheurs sont concentrés sur leur recherche, oui. Et les ingénieurs vont vraiment développer la partie propriété intellectuelle par exemple, protéger chez nous, toute la partie pays, la protection, on le fait aussi. Oui. Parce que c'est souvent quelque chose qui n'est pas
envisagé au départ de protéger ce qu'on invente. C'est le point de départ, de toute manière. Si on veut avoir un projet qui se transforme en start-up ou qui est transféré en direction d'entreprise, il faut absolument pouvoir le protéger aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, que ce soit pour M. Bally ou les autres intervenants ou des intervenants précédents, notez-les bien, envoyez-les nous, et il y aura une session de questions-réponses qui aura lieu juste après cette session avec tous les intervenants. Ils remonteront, on pourra les appeler si besoin. Ils sont pas très loin de toute façon. Donc mettez-les dans l'interface sur votre ordinateur. Préparez-en dans la salle aussi, si vous voulez. On prend toutes les questions, même les plus mauvaises. En fait, il n'y a pas de mauvaises questions, c'est ça. Il ne faut pas dire qu'il y a de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. Donc il n'y aura que des mauvaises réponses à des bonnes questions ou l'inverse. Et cette phrase va s'arrêter un jour. Je passe la parole à Pauline Solignac, avant de me ridiculiser complètement. Vous faites partie d'Inserm Transfer. Inserm Transfer, la réponse est dans la question quelque part pour le coup. Vous êtes la filiale de l'Inserm chargée du transfert de technologie. Vous pouvez nous en présenter un petit peu les missions et les contours ? Tout à fait. Donc, je suis Pauline Solignac, je suis responsable programme entrepreneuriat pour Inserm Transfer. Alors, comme vous le disiez, Inserm Transfer, c'est la filiale de valorisation de l'Inserm. Donc, c'est une filiale privée détenue à 100% par l'Inserm. L'Inserm étant le premier organisme de recherche européen en santé biomédicale. Donc chez Inserm Transfer, on a deux grands axes, deux grandes activités. En fait, la valorisation au sens large, donc du dépôt de brevet jusqu'à la négociation de licence. Et également, on a une autre activité assez importante, c'est qu'on accompagne et on aide au dépôt de projets européens et à aller rechercher des grants. Côté entrepreneuriat, en fait, donc Inserm Transfer a été créé en 2000. Depuis 2006, on a une délégation de service public pour tout ce qui est valorisation de la recherche. Et on a toujours accompagné des chercheurs dans leur création de start-up. Mais depuis 2017, on a un programme particulier qui est dédié vraiment à accompagner le chercheur et qu'on appelle le parcours pré-entrepreneurial. On va accompagner dès l'idée, dès avant la création d'entreprise. En fait, on accompagne dès l'envie de créer jusqu'à la création d'entreprise et même un peu au-delà, jusqu'à la première levée de fonds. Et l'idée, on axe sur deux. Bien sûr, on accompagne sur tous les axes importants de l'entreprise, mais surtout, on travaille deux choses importantes qui, pour nous, sont vraiment primordiales dans un projet d'entreprise en deep tech. C'est la partie humaine, donc à la fois sensibiliser sur les notions d'importance de l'équipe, mais aussi, et je rejoins un peu ce que disait Lucie tout à l'heure, c'est qu'on va préparer les chercheurs pour faire d'eux non pas des entrepreneurs et des futurs CEO, mais ce qu'on appelle des fondateurs éclairés. Donc, ils soient en capacité d'aller interagir avec des investisseurs, avec le business, qui se sentent vraiment à l'aise au moment de la création d'entreprise. Et notre objectif, c'est vraiment que la création, si elle se fasse sur des fonds les plus solides possibles. Donc pour cela, on travaille avec toutes les expertises d'Inserm Transfer. Donc on est expert en santé humaine, donc on a des ingénieurs brevets, on a des gens qui ont travaillé. J'imagine que l'Inserm, c'est particulièrement le biomédical. Oui, c'est ça, santé large, humaine au sens large. Donc ça peut être à la fois le développement de médicaments, de nouvelles thérapies, ça peut être aussi du diagnostic, de la santé connectée, etc. Et donc ce parcours, il se base à la fois sur les expertises d'Inserm Transfer, mais aussi sur les expertises de l'écosystème. Et donc, par exemple, on a monté en 2019 un consortium qui s'appelle The Human Health Startup Factory, avec nos partenaires CNRS Innovation, avec la SAT Erganeo, qui est une autre SAT parisienne, avec Deep Tech Founders, dont on a parlé tout à l'heure, il me semble, et sur lequel une demi-douzaine d'investisseurs nous ont rejoints. Et on travaille tous ensemble à accompagner les projets issus de ces différents partenaires. Et notamment, on se rejoint sur une étape qu'Inserm Transfer a lancée avec son parcours, qui s'appelle les rencontres du parcours pré-entrepreneurial, où là, les porteurs de projets, donc chercheurs et l'équipe qui est autour, peuvent bénéficier pendant 2 heures d'un panel d'experts de l'entrepreneuriat en santé humaine. Donc, il va y avoir des investisseurs, bien sûr, mais il y a aussi des serial entrepreneurs, des gens qui ont fait du développement dans la pharma, par exemple, ou qui ont développé un test diagnostique, etc. Et pendant 2 heures... Passer un peu sur le grill, quoi. Oui, mais il n'y a pas d'enjeu, en fait. Ils sont là pour tester un peu. C'est anté-création. C'est un grand oral, mais vraiment, l'objectif, c'est plutôt de discuter, de challenger, mais de manière bienveillante. Il n'y a pas de risque, en fait. Ils peuvent venir très tôt, ils peuvent venir plusieurs fois.
Et en fait, ils bénéficient d'experts de haut niveau pendant 2 heures. On leur fait un retour écrit derrière. Et ça leur permet d'avancer. Ça leur permet aussi de... Il y a des questions qu'on va leur poser auxquelles ils n'avaient pas pensé, comme vous le disiez, et qui leur permet de réfléchir, etc. Et on continue à les accompagner comme ça suite à ces rencontres. On met en place du mentorat avec des experts de haut niveau de l'entrepreneuriat en santé humaine qu'on adapte aussi en fonction des besoins. On va faire cette année un peu plus de sensibilisation auprès des chercheurs de l'INSERM donc sur le territoire national. Et voilà, on est aussi persuadé de la force de l'écosystème et de la force du collectif. Donc on travaille en collaboration aussi avec nos partenaires dans les territoires. Dernière question, une question idiote, comme promis. Il faut faire partie de l'INSERM pour être à l'INSERM Transfert? Pour être accompagné par notre parcours. Alors, il faut être dans un laboratoire ou avoir une innovation où l'INSERM est copropriétaire. Après, dans le cadre de notre consortium Human Health Startup Factory, on accompagne aussi des projets qui ne sont pas INSERM. On a par exemple des projets accompagnés par le programme RISE de CNRS Innovation qui passent à nos rencontres parce qu'ils viennent bénéficier justement de notre expertise en recherche biomédicale. D'accord, merci Pauline. Alors, il y a un absent sur cette table ronde que je vais appeler à me rejoindre, c'est l'INRIA, en la personne de Christophe Imbert. Alors, pour des raisons de quota, il va prendre ma place et je vais me lever pour lui céder la mienne. Et il y a un micro que vous pouvez récupérer. Non, il n'y a plus de micro. Ah oui, c'est vrai, il n'y a plus de micro. Bah oui. Forcément. Alors, je vais aller nettoyer le mien et je vais lui céder le mien. Merci. Alors, vous allez devoir parler tout seul parce que j'ai plus de. Je peux plus. Ok, pas de souci. Donc, enchanté, Christophe Imbert. Je suis responsable du Startup Studio INRIA, qui a été créé il y a un peu plus, 1 an à Sofia, et il y a presque 2 ans au niveau national. Et on a mis en place un dispositif pour des chercheurs, des doctorants, mais également des personnes qui ont des idées autour de la deep tech. Alors la deep tech essentiellement mathématiques, algorithmiques ou autres, et plus de l'IT. Et ces idées, généralement, ça peut être un algo, une idée folle, et on va aider durant 1 an ces chercheurs, ou un chercheur, ou un deuxième, des fois ils sont 2 ou un seul, généralement 2, non pas à créer l'entreprise directement, mais à essayer de trouver, première chose, des usages. Deuxième chose, est-ce que l'idée peut servir à quelque chose et faire maturer ou prématurer cette idée pour qu'au bout d'1 an, ils aient la possibilité de sortir du Startup Studio et de passer en incubation. C'est très rare qu'il y ait un produit fini et un marché clairement défini, mais d'avoir la possibilité de sortir avec un POC qui tourne à peu près, des idées marché. Et nous, notre rôle au Startup Studio est d'être facilitateur, c'est-à-dire faire de la mise en relation ou pas. Par exemple, on va leur dire, n'allez pas voir des investisseurs au bout de 2 mois parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, et, enfin, vous voulez 1 million, mais pourquoi faire? N'allez pas voir des prospects potentiels dès le début avant de savoir ce que vous voulez leur vendre ou tout au moins ce qu'ils aimeraient acheter. Donc on travaille à la fois des aspects techniques, les aider à monter un BP, une première phase, mais aussi les aspects humains. Je pense que c'est ce que tu disais aussi, d'apprendre, changer cette posture, parce que généralement, on a tous envie de changer le monde, mais pour le changer, il faut des fois un peu changer soi-même, s'améliorer, apprendre de nouvelles techniques. Donc on travaille à la fois ces soft skills et la science un peu plus dure. Et alors, ça se matérialise de 3 façons, l'accompagnement du Startup Studio. Premier, il est très matériel. On dérisque un peu parce que les porteurs sont financés et salariés chez nous pendant 1 an. Donc on paie un salaire. Alors c'est assez étonnant d'avoir des porteurs de projets futurs entrepreneurs qui vont être salariés pendant 1 an. On offre l'hébergement, l'accompagnement et également une enveloppe pour acheter certains produits, des ordis. Bon, le cloud maintenant est facilement accessible. Et l'objectif est vraiment pour nous à Sofia, de créer, enfin au niveau national, 100 startups deep tech par an en 2024. Donc il y a vraiment un objectif ambitieux et de les accompagner sur cette période d'1 an. Et actuellement, je pense, on a vu Neurodec Costia ce matin, mais il est à l'incubateur PACA Est et il est passé par le Startup Studio l'an dernier. Donc c'est vraiment d'avoir pour nous un rôle de facilitateur au sein de l'écosystème, parce qu'on se connaît à peu près tous, eux arrivent, et souvent un coup de fil se fait beaucoup plus vite que 18 emails.
Voilà. Merci à vous. Merci Christophe d'avoir présenté le rôle d'INRIA. On va passer je vous invite à descendre pour certains, puisque Laurent Masson, Laurent Bali, alors vous pouvez rester monsieur Bali, Xavier Fernandez, Antoine Pasquier et Rani. Rani, vous avez fait toute la table ronde, vous pouvez rester avec nous pour passer à la session de questions-réponses. Car vous en avez des questions, j'imagine, que ce soit dans la salle ou... Allez-y, choisissez un côté, celui que vous voulez. Que ce soit dans la salle ou derrière votre écran, je regarde mon portable qui est là pour voir si j'ai reçu des questions de la part du public. Donc n'hésitez pas, l'antenne est à vous pour cette fois et encore pour quelques minutes. Vous avez tous les experts du monde à disposition pour y répondre. Allez, asseyez-vous, je vous en prie, vous pouvez enlever la feuille. Est-ce qu'on a des questions dans la salle déjà? Vous êtes timide. Ah, une question. Allons-y. Est-ce qu'on a un micro? Ouais, merci beaucoup. Il va falloir prêter les micros. C'est très Covid-friendly ce qu'on est en train de faire. C'est plus une remarque qu'une question. Il y a beaucoup d'accompagnements divers, de la SAD, de l'incubateur, de l'université, etc. Je pense que ça serait bien qu'il y ait un site avec tous les liens pour savoir aux différentes étapes des étudiants jusqu'aux startups, qui réunit tous les liens, qui contacter, à quelle étape et pourquoi faire. C'est vrai, il y a du monde. Tout à l'heure, Xavier parlait de ça. Donc, c'est notre travail, justement, avec la DRVI, donc le service de la valorisation et de l'innovation, et ICE, donc le centre entrepreneuriat. On voudrait vraiment, effectivement, c'est une très bonne remarque, faire un continuum depuis l'idée jusqu'au lancement de projet, avec qui sur la chaîne entrepreneuriale contacter, pourquoi, à quelle étape, etc. Alors, juste pour compléter, c'est compliqué aussi, hein, parce que on essaye, moi ça va faire 18 mois que j'essaye de mettre sur le papier une cartographie avec tous les acteurs, les liens qu'ils ont entre eux, alors avec une flèche TRL, les outils UCA et les outils externes pour pouvoir communiquer. Le problème, c'est que faire une cartographie pour communiquer, il faut que ça soit clair. Et là, les copies que j'ai, même des fois, entre les deux versions, je m'y perds. Hein. Donc, je vois que c'est pas très pratique. Donc, effectivement, comme l'a dit Rani, là, c'est un des objectifs de l'année qui vient, c'est d'arriver à être capable de présenter un petit peu mieux tous ces outils. Alors forcément, ça va passer aussi au crible de tous nos partenaires pour qu'ils regardent un petit peu si notre vision de la cartographie, eux, ils ont la même, parce que des fois, il peut y avoir un petit peu des divergences, pour essayer à faire quelque chose qui est simple. Alors il y a un nouvel outil qu'on est en train, où il y a eu un communiqué de presse cette semaine, quoi, hein. Il y a cette notion de pôle universitaire d'innovation qui va certainement nous pousser aussi à simplifier un petit peu les choses et à pouvoir arriver à communiquer. Mais voilà, sur le constat, on est d'accord. C'est pas une excuse, une défense, mais c'est pas si simple que ça. Et les dispositifs, les outils, ces 18 derniers mois ont beaucoup évolué. Donc, depuis l'IDEX, nous, en tout cas, côté périmètre UCA, il y a eu pas mal de nouveaux outils. Il faut avoir le temps de les positionner et bien les positionner. Je me permets juste de rajouter quelque chose. Si vous ne nous connaissez pas très bien, nous, en revanche, on se connaît très bien. Donc, quel que soit le point d'entrée que vous utiliserez, vous aurez la réponse qui vous convient. Évidemment, il faut arriver à une cartographie simple, lisible, etc. Mais la richesse des partenaires et la richesse des dispositifs doit vous apparaître non pas comme une complexité, mais comme des opportunités. Et donc, quel que soit le point d'entrée, vous aurez une réponse. Vous aurez peut-être reconnu Samira de ICE qui a complété la question, complété la réponse. Une question pour ICE d'ailleurs encore, qui vient d'Internet. Quelle est la cible principale, alors je lis la question, hein, quelle est la cible principale de ICE? Est-ce que ce sont les doctorants ou aussi les chercheurs de l'UCA? C'est une bonne question également. Alors, nous, c'est vrai qu'on propose des programmes de formation et d'accompagnement. L'accompagnement se fait avec les acteurs de l'écosystème, l'incubateur PACA Est, la SAT, etc. Mais c'est surtout les programmes de formation sont pour les étudiants, les doctorants, les post-docs et également les chercheurs qui souhaiteraient avoir des connaissances en entrepreneuriat. Il n'y a pas d'âge limite, concrètement? Il n'y a pas d'âge limite.
Il n'y a pas d'âge limite et donc c'est ouvert. Il faut quand même savoir lire. Ouais. Oui, c'est un prérequis, savoir lire. Ouais. Oui, effectivement. On peut avoir 55 ans, 60 ans, 55 ans, pourquoi pas. Enfin, peut-être 60, Alors, 65, c'est un peu tard. On peut avoir 55 ans et être un très jeune chercheur ou jeune start-upper. Et avoir envie de s'informer, de se former par rapport à ça. On est ouvert aux autres questions. Je vous parle aussi à vous, vous derrière, chez vous, derrière votre écran. Il y a une question, monsieur. Si, ouais. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Issa Mejri de l'IPAC, donc je suis professeur en entrepreneuriat. Petite question, j'ai fait une thèse en entrepreneuriat international à l'IAE de l'autre côté. Et petite question, est-ce qu'il y a dans les deep tech, est-ce qu'il y a des doctorants qui ont fait un parcours plutôt entrepreneuriat, gestion, finance, et qui peuvent être deep tech? Ouais, donc hors, on va dire, sciences naturelles, expérimentales, etc. Hors les fondamentaux. Voilà. C'était justement une des thématiques de table ronde. On a hésité à la mettre en place. Est-ce que la deep tech, c'est aussi des sciences sociales? Et c'est plus rare, c'est vrai, mais il y en a eu. Alors peut-être que je vais laisser Laurent plutôt répondre sur cette question. Oui, alors il y a quelques exemples. Il y a un exemple qu'à quelques années maintenant, une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Ludotic, qui sont des spécialistes de l'ergonomie des interfaces et qui venaient de la psychologie cognitive, donc des thèses en psychologie cognitive. Il y a également d'autres exemples anciens et plus récemment. En fait, il y a notamment dans les projets étudiants entrepreneurs actuels des projets qui associent des compétences plutôt des sciences physique ou biologie, notamment marine, avec des compétences plutôt de finance et donc plutôt des sciences de gestion. Voilà, donc il y a effectivement des projets. C'est des projets qui ne sont pas toujours très simples pour les dispositifs existants à faire émerger. Mais je pense qu'il y a quand même eu une vraie prise de conscience depuis quelques années. Je me souviens, il y a quelques temps, être intervenu, ça date maintenant peut-être de 3 ou 4 ans, d'être intervenu avec Laurent sur une table ronde à propos de la valorisation en sciences humaines et sociales. Donc voilà, c'est un sujet qui est un sujet émergent et je pense qu'il y a une vraie attention, non seulement de l'ensemble de l'écosystème, mais en particulier à l'Université Côte d'Azur, sur ces thématiques-là. Merci. Je réalise qu'il y a 3 Laurent à cette table ronde. Ça fait beaucoup de Laurent. Non, mais juste pour compléter, je crois qu'aujourd'hui, la plupart des projets sont des projets pluridisciplinaires dans lesquels on ne retrouve pas que de la science dure, mais on y trouve aussi des sciences plus subtiles. Et non molles, donc. Essayez de ne pas utiliser le terme. Je comprends bien. Des questions encore dans la salle? Sinon, je vérifie mon téléphone pour les questions sur Internet. Pas d'autres questions, en tout cas sur Internet. C'était la plus pertinente. Et si vous n'en avez plus d'autres, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans une toute petite heure pour une phase de conclusion très rapide de la journée, conclusion des workshops. Merci à tous, merci de votre temps et à tout à l'heure.